Rebonjour à tous et bienvenue. Je m'étais demandé si le titre de la session allait faire peur ou si finalement ça allait attirer du monde. On dirait que ça a attiré du monde. On verra si vous avez eu raison ou pas tout à l'heure. Donc on va démarrer. Pour ceux qui ont eu le temps de voir un peu le slide, la session plénière ayant duré un peu, vous avez vu que j'ai la date du jour pour moi c'est l'an 13. L'an 13, parce que pour les agilistes, l'an 0, on associe souvent ça au manifeste agile. Parce que c'était la signature, les premières descriptions, formalisations de ce que pouvait être l'agilité, et dans le calendrier grégorien, c'était 2001. 2001, pour moi, c'est surtout l'année à laquelle j'ai eu la chance de rejoindre ma première équipe agile. Et le plus marquant, c'est qu'à l'époque, j'ai passé un certain nombre d'entretiens et je suis tombé sur une personne qui parlait différemment, qui parlait d'autres choses, qui m'a décrit comment eux travaillaient, les relations qu'il y avait entre les membres de l'équipe, comment était traité le client. Et à aucun moment, il m'a dit on fait de l'agile, on fait de l'extreme programming. Il m'a juste décrit ce qu'il faisait. Et c'est ce discours-là que moi j'ai découvert à l'époque. C'est ce qui a fait que j'ai rejoint cette équipe-là et j'ai signé mon contrat chez eux. Après quelques années avec cette équipe, j'ai décidé de prendre mon bâton de pèlerin et d'aller prêcher la bonne parole de l'agilité autour de moi. J'ai rencontré beaucoup de novices, beaucoup de personnes, autant de contextes différents, autant de projets différents. Et c'est ce que, aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter parce que de ces rencontres, de ces erreurs, qu'elles soient personnelles ou de ce que j'ai pu constater, j'ai pu identifier 7 péchés, 7 erreurs agiles que l'on retrouve assez fréquemment finalement quand on décide à un moment ou à un autre d'aller vers l'agilité ou d'adopter les méthodes agiles. Le premier péché, l'envie. Quand on démarre l'agilité, on est souvent plein d'envie, on veut y aller. Et si on traduit ça dans un monde un peu plus factuel, on est prêt à tout, même à accepter une mission suicide. On a tellement envie d'aller dérouler un projet agile que si on nous présente quelque chose d'improbable, d'impossible, ça nous paraît possible et on a envie d'y aller. Pourquoi ? Parce qu'on se sent fort, on est convaincu par l'agilité, on sait qu'on peut réussir. Mais aussi, parfois, surtout, on oublie un tout petit peu que la réalité, on ne la regarde peut-être pas avec les bons yeux. Peut-être qu'il nous manque des informations. Ça a été mon cas, il y a quelques années. On m'a dit, tiens Virgile, on a un projet. Il est un peu difficile. Il a 1 an et demi de retard. Ça aurait dû mettre la puce à l'oreille. Mais non, parce qu'on a ajouté, on pense qu'en l'occurrence, l'agilité, ça peut être une bonne chose, parce qu'on le connaît. Et en plus, là, la relation avec le client, elle est un peu difficile. Donc, l'équipe, elle est un peu démotivée. Les priorités, c'est devenu n'importe quoi. Donc, l'agilité, c'est sûr, ça va le faire, il faut que tu viennes. On m'a présenté comme ça, j'ai dit oui. C'était pas pensable autrement. La réalité du terrain, les questions que j'aurais dû poser avant de répondre un peu vite, c'est quoi concrètement difficile et pourquoi il y a 1 an et demi de retard ? Donc là, vous découvrez finalement que la relation difficile avec le client, on en est depuis 6 mois à des courriers recommandés avec accusé de réception. C'est effectivement très difficile avec le client. L'équipe qui est démotivée, elle est sur 3 continents différents. Ça ne va pas forcément être simple. Et surtout, il y a un pan technique complet du projet qui n'a jamais été abordé. C'était primordial. C'est un bus d'échange de messages. C'était le fondement de l'application. Il n'y a rien du tout sur le sujet, mais pourtant vous avez un beau forfait que vous devez respecter pour y arriver. Donc très compliqué. Au final, l'agilité a apporté des choses. Les principes de l'agilité ont apporté des choses sur ce projet. On a renoué un peu le contact avec le client. Il était à nouveau content de discuter avec nous. Il était prêt à s'asseoir autour d'une table pour revoir les priorités ou le contenu. La motivation de l'équipe, on va dire que localement, en tout cas en France, ça s'est plutôt bien passé. Ceux qui étaient à distance, bien longtemps qu'ils avaient décroché, donc on a eu du mal à les faire revenir avec nous. Et on a surtout réussi à faire un état des lieux clair et à ordonner, à gérer les priorités. Ça a été l'apport de l'agilité sur le projet. Au final, ce projet-là, il avait déjà quasiment échoué avant que j'arrive. Il a échoué globalement pour le client. Livrer un projet avec 2 ans et demi de retard, ok, on a signé un PV de recette, le contrat a été respecté, sauf que le logiciel ne servait plus à rien. Donc il n'a jamais vu le jour en production.
Donc c'est en ça que si on vous propose des choses impossibles ou sur un projet impossible, dites-vous que de toute façon, un projet qui doit échouer échouera. L'agilité permettra peut-être de le mettre en évidence rapidement, permettra peut-être de le faire échouer plus vite, dans le meilleur des cas, mais de toute façon, vous ne le sauverez pas. Ça sera quasiment impossible. De la même manière, en bilan du projet, il a été dit que l'agilité n'avait rien apporté. Parce que le projet était déjà en retard, donc on a fait de l'agile, mais ça n'a rien changé globalement. À mon sens, c'est faux. Mais c'est ce que les gens ont retenu. Donc pour les projets suivants dans cette entité-là, l'agilité n'était plus à l'ordre du jour. Mais au moins, on a été sauvés. Péché suivant, l'orgueil. Pour ceux qui connaissent les 7, vous les aurez tous. Hein. Je ferai peut-être appel à vous à un moment, mais ils seront tous là. L'orgueil. Ramener à notre monde du logiciel ou de l'agile, ça peut être compliqué. Alors je vais vous aider. Le faire sans sponsor. Bien souvent, on découvre l'agilité, on veut l'implémenter et on se dit je vais avoir des effets autour de moi, je vais me monter, en parler avec des collègues, on va s'y mettre. Et on oublie d'aller chercher un sponsor. Pourquoi ? On veut rester libre. Et c'est vrai que le monde agile, on a envie de faire ce qu'on veut, quand on veut, de ne pas se voir imposer telle ou telle pratique, telle ou telle méthode, voire un reporting ou un tracking quel qu'il soit. Donc on a tendance à pas trop en parler, et surtout pas au management, parce que on veut être tranquille. Voire on veut se cacher. On n'a peut-être pas le droit de faire de l'agile dans cette entreprise, mais on veut essayer quand même, parce qu'on veut essayer, on veut le tenter. Et quelque chose qui est beaucoup plus récent que moi, je ne rencontrais pas il y a plus de 10 ans, c'est le fait de s'en voir obtenir le mérite. Il y a 10 ans, tous les gens qui allaient, c'était une communauté qui était très, très resserrée, et on partageait, on échangeait, on avait juste envie de montrer que l'agilité marchait. Aujourd'hui, l'agilité, on peut le dire, et quand on voit le nombre de personnes qui sont même debout derrière, un peu plus à la mode. Et il y a des initiatives agiles dans les diverses entreprises, et on commence à voir apparaître des gens qui veulent être celui qui va porter cette initiative-là. Donc, il va le garder pour lui, il va beaucoup moins partager et il ne va pas aller chercher l'appui de supérieurs, on va dire hiérarchiques, même si ça peut sembler un vilain mot, ou de son management pour l'aider, l'assister. C'est quelque chose que moi j'ai rencontré sur le premier projet auquel j'ai participé. À l'époque, on n'en parlait pas beaucoup de l'agilité, on le faisait. On a mis en place nos pratiques, on a mis des contrats d'interface avec le client, avec le chef de projet. On faisait des produits en croix entre les points et les jours hommes, vous inquiétez pas, ça marche très bien et de toute façon, des gens le feront pour vous. Et on a fait ça et on a vécu notre vie agile tranquillement. On a été énormément appréciés parce que c'était une équipe qui était plutôt dynamique, qui était souple au changement. Le client changeait d'avis, pas de problème. Nous, on pouvait revoir nos priorités, on pouvait changer la couleur, on pouvait faire beaucoup, beaucoup de choses. Et tout se passait très bien. À un moment donné, ce projet-là a connu des difficultés, comme, allez, on va le dire, tous les projets, quasiment. Et il s'est avéré que comme c'était dans le monde industriel, il fallait désigner un coupable pour satisfaire le client et que quand on est dans l'industrie, celui qui va trinquer en premier, c'est généralement le logiciel, parce que c'est toujours la cerise sur le gâteau. Et si on compte en cas euros, ce n'est pas le logiciel qui coûte cher par rapport à tout le matériel que vous allez livrer avec. Donc on a commencé à nous taper dessus, parce qu'on était le logiciel, et donc est venu aussi le fait qu'on soit finalement agile. Et tout ce qui était apprécié avant, d'un seul coup, c'est devenu négatif par le management. Le fait qu'on soit souple au changement, c'était devenu une hérésie, parce qu'on acceptait de changer sans faire payer le client, alors qu'on avait un contrat. Pourquoi être souple et pourquoi faire ça gratuitement pour le bien du client, alors qu'on aurait dû le faire payer ? Le fait qu'à chaque fois, on s'engageait en tant qu'équipe. On était capable de dire, non, le responsable, c'est l'équipe. Il faut travailler peut-être un peu plus, il faut des noms. Non, c'est l'équipe. Du jour au lendemain, on a voulu des têtes et des responsables. Quand on a dit non, ça ne s'est pas forcément très bien passé. Les sponsors, c'est important dans le sens où si vous ne voulez pas vous retrouver seul ou isolé sur vos projets, au moment où ça va mal se passer, à un moment ou à un autre, vous aurez besoin d'eux. Parce qu'il y a des relations qui vont peut-être se tendre avec vos clients, parce que ça va se tendre avec des fournisseurs, parce qu'il y aura un peu de retard ou des dépendances, et vous aurez besoin de leur appui. Ça peut être simplement pour gagner un peu de temps, ça peut être juste pour faire un meeting avec d'autres équipes, avec le client, mais vous aurez besoin de cet appui-là. Voire même, ça pourra vous éviter de, comme nous on l'a vécu, de devenir le coupable idéal.
parce que c'est plus facile. Personne ne vous soutient, vous êtes différent, donc vous êtes le coupable. Sur le projet dont je vous ai parlé, ce projet-là a été au final une réussite. On a livré le logiciel dans les temps, avec une qualité vraiment remarquable. En prime, le client a un environnement de test entièrement automatisé pour garantir tout ce qui était non-régression. Vraiment très bien passé. À côté de ça, le chef de projet, qui était notre coach agile, s'est fait mettre au placard parce qu'il n'avait aucun appui. Donc malgré le fait que le projet était une réussite, ça s'est mal passé pour lui parce qu'il n'avait pas d'appui en interne. La bonne nouvelle, c'est que l'agilité a perduré quand même sur les projets suivants. La paresse. Là, l'illustration peut parler d'elle-même. Peut-être que bon nombre d'entre vous ont déjà rencontré ce cas-là, surtout qu'on a vu en séance plénière qu'il y avait quasiment un tiers de coachs normalement présents aujourd'hui. La paresse dans l'agilité, c'est finalement le fait de se contenter de faire un simple relooking sur un projet ou sur les habitudes qu'on avait jusqu'alors. Pourquoi est-ce qu'on va faire ça ? Parce que c'est facile. On a des process, on a un vocabulaire, on a des habitudes de travail. L'agilité, c'est bon, j'ai regardé, j'ai fait Wikipédia. Si on parle de sprint, d'itération, pour peu qu'on ait un backlog à la place d'une feuille Excel, on peut dire qu'on fait de l'agile. Et parfois, c'est ce que les gens font parce que ça va beaucoup plus vite. On met un peu de Tipex, pour les plus anciens comme moi qui ont connu le Tipex à l'époque, sur certains mots. On les remplace, mais surtout, on ne fait pas de conduite du changement. Surtout pas. Parce que c'est plus long, c'est plus difficile, il faut réussir à convaincre les gens, ça va prendre du temps. Et moi, je le rencontre aujourd'hui en tant qu'avant-vente côté HP. J'ai la chance de voir beaucoup de clients au cours de l'année. Et sur l'année écoulée, il y a 2 cas que je voulais partager avec vous. Un, dans la grande distribution, où vous avez décidé de passer à l'agile. Donc la MOA est devenue Product Owner. Ils ont fait des sprints, ils ont créé des backlogs. Tout se passait bien, très bonne relation, priorisation, pas de soucis. Parfait. Les développeurs, ils faisaient leur sprint. Sauf que les développeurs, finalement, c'était toujours des développements qui étaient offshorés en Inde avec un forfait. Et un forfait, qui plus est, en Inde, quand vous avez des spécifications et des priorités mouvantes, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais ça peut vite devenir très très compliqué. Et en l'occurrence, pour eux, l'effet que ça a eu, c'est que la qualité du produit livré a chuté complètement. Ils étaient en mode traditionnel, ça avait certains résultats, mais c'était pas trop buggé. Ils sont passés à l'agile, effectivement, plus souple, plus rapide, mais complètement buggé. Donc au bout de 6 mois, ils ont dit on arrête les frais, l'agilité, ça marche pas. Et en plus, c'est la promesse de la qualité qui n'était pas tenue. Parce qu'ils n'ont pas poussé le raisonnement, ils n'ont pas poussé le changement assez loin, ils ont juste repris du vocabulaire, mais ils n'ont pas changé leurs contraintes. Un autre exemple que je voulais partager, c'est un constructeur industriel pour l'aéronautique qui a reçu un appel d'offres où le client, expressément, demandait à ce que la structure projet qui soit mise en place soit faite en agile. Il voulait être impliqué, il voulait gérer les priorités et il voulait le faire. L'entité qui a reçu cet appel d'offres ne connaissait pas l'agilité, ne maîtrisait pas. Mais ils ont essayé de répondre quand même. Ils ont fait une belle présentation avec des slides où ils ont parlé du rôle de Scrum Master, de PO. On va faire la traduction de vos exigences en user story, vous inquiétez pas, on va faire des sprints, des itérations, on va faire des démonstrations fréquentes. Très très bien. Moi, j'ai eu l'occasion de revoir justement la présentation avant qu'elle soit montrée aux clients. Les 80% du milieu étaient très très bien faits. Bon, c'était que de la théorie, mais c'était très bien fait. Ils avaient juste laissé 2 petites coquilles dans ce qu'ils avaient préparé. C'est au début, ils parlaient de la phase de validation des spécifications détaillées, comme une clé amont au démarrage du projet. Et enfin, il y avait 2 sprints à la fin du projet. Un qui s'appelait intégration, et pas de contenu. Et un dernier qui s'appelait stabilisation, pas de contenu. Disons que ça, c'est tout de suite moins agile. Et les questions que je leur ai posées, moi, c'est vous pouvez présenter ça au client. En l'occurrence, c'est vous qui répondez, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous allez énormément perdre en crédibilité sur le sujet ?
Vous avez pris le bon vocabulaire. Là, on pouvait faire un bingo, on avait tous les mots. Par contre, être capable de parler de validation de spécifications détaillées comme point d'entrée ou de phase de stabilisation sur 2 sprints à la fin, ça ne marchera pas. Si en face de vous, vous avez quelqu'un qui connaît un tant soit peu l'agilité, vous allez vous faire retoquer très très rapidement. Donc n'utilisez finalement que un petit relooking, 2-3 pratiques, 3 post-it au mur pour se donner bonne conscience. Pourquoi pas? Ça va vite, mais peut-être que d'autres pourront témoigner, ça ne marche pas. À un moment ou à un autre, vous allez être bloqué, vous allez aller dans le mur. Et pire, c'est cette perte de crédibilité-là. C'est non seulement vous pouvez la perdre par rapport à vos clients, par rapport à des gens qui vous demandent des choses, mais y compris en interne. Si dans votre société, il y a quelqu'un d'autre ou une autre entité qui a une expertise un peu plus agile que la vôtre, ça ne tardera pas à savoir. Et en l'occurrence, vous n'aurez pas de seconde chance, ni pour monter une équipe agile, ni pour répondre à nouveau à l'appel d'offres. Faites bien attention à ça, ça va très très vite et la crédibilité, ça se perd très vite à ce niveau-là. Le suivant, l'avarice. Il faut quand même le dire, l'avarice, moi je compare ça à « Ok Bing, explique-moi ». Alors, pour ceux qui connaissent la pub du fameux navigateur avec les lunettes, c'est la même, sauf que par honneur aux partenaires qui nous accueillent dans ces locaux, j'ai utilisé Bing, qui est le moteur de recherche de Microsoft pour ceux qui l'auraient loupé. Et pourquoi l'avarice ramenée à ce sujet-là? C'est que pas mal de gens considèrent que pour apprendre quelque chose aujourd'hui, grâce à l'Internet, grâce à la masse d'informations qu'il y a sur Internet, il suffit de se connecter, de lancer son navigateur, mettre 2-3 mots-clés et d'avoir la bonne information. Et se contenter de ça. Alors effectivement, c'est pas cher, c'est instantané, c'est quand on veut. En plus, ça a la bonne idée d'être sans contrariété, parce qu'il y aura toujours une version qui va vous convenir. Il y aura toujours quelqu'un ailleurs qui aura eu les mêmes problématiques que vous, les mêmes interrogations, et qui aura apporté peut-être les mêmes réponses. Ça ne veut pas dire que c'est les bonnes réponses. Ça veut dire que c'est celles que vous allez trouver sur Internet. Mais bien souvent, quand on part sur une adoption uniquement avec donc Bing, et en tout cas Internet, c'est plus long, parce qu'il faut aller chercher la moindre information, il faut la trouver, il faut la comprendre, il faut essayer de se projeter sur le sujet. Ça peut prendre très longtemps. Autant vous dire que votre équipe agile, si vous dites qu'on va passer à l'agilité et si tu veux te former, tu vas sur Internet, ça ne va pas les motiver des masses. Et en l'occurrence, par rapport à l'esprit de l'agilité, on n'est pas au rendez-vous. L'agilité, c'est on partage, on échange, on discute, on apprend sur le terrain et on est plus fort parce qu'on est plusieurs. Je passe quand même du temps à vous expliquer cette partie-là, même si tous, vous êtes déjà aujourd'hui présents, ça veut dire que ce péché-là ne vous concerne pas. Vous avez déjà fait le choix d'investir du temps à venir à des conférences comme l'Agile Tour. Donc, vous avez passé ce cap-là. Et quand je parle d'investir ou de l'avarice, ça peut être du temps pour les conférences, pour des formations, ça peut être de l'argent aussi, parce qu'on va envoyer son équipe se former, on va faire venir un coach. Si éventuellement il vous en reste un peu pour un logiciel, il y a un très bon stand là juste en sortant. Mais c'est si vous en reste un petit peu. Mais c'est vraiment important de comprendre ça, que l'agilité, on est fort parce qu'il y a une grande communauté de partage. Il y a beaucoup de rencontres, ça peut être des meet-ups, ça peut être des salons comme l'Agile Tour, ça peut être les Scrum Day. Vous avez une masse d'informations, une masse de personnes qui sont disponibles, qui peuvent vous faire gagner un temps fou et vous éviter des erreurs qu'eux auraient déjà commises ou déjà rencontrées. N'hésitez pas à aller leur rencontre. Prenez beaucoup de contacts aujourd'hui. C'est un événement qui rassemble pas mal de personnes. Je pense qu'il y a beaucoup de cartes de visite qui doivent traîner. Il y a beaucoup de coachs, il y a même des éditeurs logiciels. Profitez-en, captez de l'information et n'hésitez pas à revenir vers eux après ou à partager ou à nouveau vous rencontrer sur les différents liens ou forums qui existent. La gourmandise. Alors, ça aurait pu vous donner faim, surtout ceux qui, comme moi, n'ont pas eu le temps ou la chance de trouver un café avant que les sessions démarrent. Après, c'est vrai que des pommes carrées, ça peut refroidir un peu. Mais on en fabrique. Mes pastèques aussi, mais ça ne tenait pas dans l'écran.
La gourmandise, pour moi, c'est d'oublier d'être pragmatique. On veut faire de l'agilité, on en est convaincu, mais agilité, on peut le faire de manière irréfléchie. C'est écrit qu'il faut faire comme ça, on va faire comme ça. Parce que c'est écrit, il faut y aller, et on ne se pose pas de questions. On peut aussi vouloir le faire en se disant, si je respecte à la lettre ce qu'il y a écrit, si ça ne marche pas, ça ne sera pas moi, je fais ce qu'on m'a demandé. Ça peut se tenter. Et un cas que moi j'ai vraiment rencontré, c'est quelqu'un, un ami qui était plus que convaincu par l'agilité, parce qu'il a été un des pionniers à l'adopter en France. Il a eu des succès en montant des équipes agiles, des équipes d'extreme programming en l'occurrence. Et un jour, il a pris une nouvelle équipe, fervent croyant, sûr et certain que ça marchait puisqu'il l'avait déjà fait. Donc il s'est dit, on va faire pareil. Il a pris l'équipe, il a pris les pratiques, il a tout appliqué à la lettre. Et ça n'a pas marché. Ce qu'il avait oublié en route, c'est que les équipes qu'il avait auparavant, et celles avec lesquelles il avait du succès, il avait monté l'équipe. Il avait choisi les personnes qui allaient être dans son équipe. Et pour ceux qui ont déjà essayé de pratiquer l'agilité, alors je vais peut-être me faire des ennemis dans la salle, mais l'agilité n'est pas fait pour tout le monde. Si vous voulez, on pourra en discuter après. Je vais être là toute la journée. Mais c'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens chez qui ça ne marchera pas, ou qui vont être totalement réfractaires, auxquels ça va les mettre mal à l'aise, et c'est pas fait pour eux. Et en l'occurrence, le projet qui n'a pas marché, on lui a donné une équipe existante, des développeurs qui se connaissaient par cœur depuis des années, qui étaient tous très forts, très compétents. Mais vraiment, moi je les ai connus, il y avait vraiment des très très bons développeurs. Pas sensibilité du tout à l'agilité, moyennement envie d'y aller. Et lui est arrivé avec ses convictions, avec ses croyances, il dit ça va marcher, on plaque tout. À l'arrivée, ça n'a pas marché. L'adhésion, nulle. Donc forcément, le projet n'allait pas très très bien. Le management, lui, il a vu une équipe qui était moins motivée qu'avant, des résultats qui n'étaient pas au rendez-vous. Mais l'agilité, ça marchait quand même à côté. Il y a d'autres équipes qui arrivaient à faire marcher l'agilité, donc le responsable, ça a été ce coach-là. Comme c'était un ami, il m'avait fait, moi, venir dans la même entreprise, mais pour attaquer l'agilité par la face nord, donc par les tests. Moi, j'avais rejoint l'équipe de testeurs. Comme on échangeait beaucoup et qu'on a appris de son expérience à lui, on a adopté une autre tactique pour l'équipe de test. On y était beaucoup plus lentement. On a mis des petites pratiques par-ci, par-là. Venez, allez, on se met debout et puis on va discuter tous les matins, voir ce qu'on va faire dans la journée, ce que ça peut donner. Est-ce que ça vous dirait qu'on gère une espèce de liste où on a nos priorités de testeurs? Est-ce qu'on peut aller discuter un peu plus avec les développeurs? On a fait ça doucement. Petit à petit, ça a pris. Et au final, ça m'a pris 2 ans pour faire que toute la R&D, donc 40 personnes, passe à l'agile. Lui avait tenté le pari de le faire en 6 mois. Ça a raté. On a changé de tactique. On s'est adapté. On s'est dit que finalement, valait peut-être mieux analyser la situation avant d'arriver avec une méthode ou un tracé de but en blanc. Et ça a marché. Ça a été plus long. Mais au moins, on est arrivé au résultat et il n'y a pas eu de coupable. Parce que je peux vous garantir que même si vous suivez à la lettre ce qu'on vous dit, si ça rate, ça sera quand même vous le coupable. Vous ne pouvez pas dire « Non, mais c'est lui qui m'avait écrit que… » Non, ça ne marchera pas. Ça sera vous. Si vous voulez aller plus vite sur une transition, c'est là on va revenir à la nécessité d'avoir un sponsor. Si vous avez un sponsor qui arrive, qui peut faire levier pour que l'adoption de l'agilité aille plus vite, voire créer un léger sentiment d'urgence sur l'adoption, ça peut vous faire gagner pas mal de temps. Mais ce n'est pas forcément nécessaire. Vraiment, aujourd'hui, si je devais moi me qualifier, je suis plus pragmatique qu'agile. Je suis prêt à renoncer à certaines pratiques XP, à certaines pratiques Scrum, tant que ça marche et que ça a des résultats. Attendez avant de me jeter des pierres quand même qu'on finisse, mais vous pourrez après si vous voulez.
La colère. On ne voit pas forcément là sur la photo que les gens sont vraiment très en colère. Maintenant, ceux qui ont déjà vécu cette situation, on sait tous qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de colère. Sur le monde agile, et en l'occurrence même pour l'exemple de la photo ou ce que certains peuvent rencontrer à la maison, c'est le fait de ne pas communiquer. Il est vrai que les gens techniques ne sont pas forcément les meilleurs communicants du monde. On peut le dire. Voire qu'on n'aime pas trop ça. Et on se dit, on va démarrer de l'agile, mais enfin faire de la com, c'est pas grave si on n'en fait pas. C'est pas là-dessus qu'on va être jugé. On peut faire autre chose. Puis au moins pendant ce temps-là, si on ne présente pas, si on n'explique pas, on n'aura pas à répondre à des questions ou à des critiques. On va être peinard. Et puis de toute façon, faire de la com, on répète toujours les mêmes choses, les gens ne comprennent pas. Alors que le point qui va bien au-delà de l'agilité, le savoir-faire, c'est très important. Le faire savoir, c'est primordial. Si vous voulez exister, si vous voulez montrer que l'agilité a des bons côtés, a des bons effets et peut apporter des choses, il faut le faire savoir. Il faut communiquer sur ce qui est fait, il faut le prouver, il faut le montrer, il faut en parler. Moi, j'ai vu des équipes, ils démarrent, ils font de l'agilité entre eux, le projet marche bien, le projet se termine, fin de l'agilité. Parce que personne ne savait que c'est l'agilité qui avait servi ou qui avait été utilisée pour mener à bien ce projet-là. Pourquoi continuer, vu que globalement, on n'en a jamais parlé? Le suivant, est-ce qu'il y en a qui ont suivi ou qui ont compté les péchés? 6, c'est bien. Il en manque un. Celui pour lequel vous êtes peut-être tous venus. La luxure. Alors certains d'entre vous seront peut-être déçus par l'image, hein. Mais en tout cas, c'est ma vision de la luxure dans le monde agile. Et si je la traduis, je vais le traduire par le fait de rester entre développeurs. Si, je vous assure, c'est la luxure dans ces cas-là. Pourquoi est-ce qu'on a tendance parfois à vouloir rester entre développeurs? Parce qu'on a le même vocabulaire, on se comprend. On peut discuter de fonctions, de classes à mon époque quand j'en faisais, de Corba. J'ai même fait du COBOL, donc même si aujourd'hui on n'en retrouve plus, mais du Jython, du Python, c'est super sympa, on se comprend. Puis on est excité par les mêmes choses, on a envie de faire les mêmes choses. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à faire des tests unitaires. Bon, en l'occurrence, à surtout écrire des tests unitaires pour que la personne à qui je binomais n'arrive pas à les faire passer. Mais bon. Et puis après tout, c'est développeur. Est-ce qu'il y en a dans la salle? Quelques-uns. Hein. C'est qui les patrons? Eh ben voilà, c'est les développeurs. Mais non, le patron, c'est le client. Et c'est ça que bien souvent on oublie. C'est que les développeurs, on va travailler entre nous, on aime bien, on a une certaine influence sur ce qui doit être fait, sur comment ça doit être fait, sur quel timing ça doit être fait. Et l'agilité va être là aussi un peu pour casser cette image-là et pour apporter d'autres choses. Je parlais de rester entre nous. Quelqu'un qui n'est pas développeur et qui entend une conversation de développeur, il ne va pas comprendre. Hein. Et vous pouvez essayer de lui réexpliquer avec le même vocabulaire, il ne comprendra pas. Ce qui est moche, c'est que finalement, quand lui va parler, on ne va pas le comprendre non plus. Mais qu'à l'arrivée, il faut faire un logiciel qui concilie quand même les deux mondes. Peut-être que, alors je vais prendre un risque, mais que s'il y avait eu d'autres profils que des développeurs, on ne serait pas obligé de cliquer sur un bouton de démarrer pour arrêter un PC. Je leur ai fait un peu de pub tout à l'heure, je peux me permettre maintenant. Mais ça a du sens. Les développeurs, ils peuvent être un peu fonctionnels parce qu'au bout d'un moment, ils tremblent dans l'environnement, dans le métier. Mais c'est pas un product owner. Voire même dans certains cas, les testeurs
vont apporter beaucoup plus d'un point de vue fonctionnel que les développeurs. Et les faire travailler ensemble, c'est quand même vraiment une bonne idée. Si vous pouvez réunir ces différents profils-là, des développeurs, des testeurs, des MOA, alors maintenant on appellera ça des PO, ça vous permettra d'avoir un écosystème beaucoup plus riche et peut-être d'aboutir à un logiciel qui va vraiment correspondre aux besoins. On rencontre encore, enfin moi j'ai rencontré beaucoup de clients qui, là, on va dire dans la banque et l'assurance, n'ont plus trop le choix. Il y a un marché qui est très concurrentiel, qui va très vite. L'arrivée du mobile y est aussi pour beaucoup. Il fallait changer les choses. Une approche traditionnelle avec des projets qui durent 2 ans, c'est plus possible. On parle du monde digital aujourd'hui. Pour faire du digital, on fait de l'agile. Donc ils ont dit banco, nous on va faire de l'agile. Et ils ont dit l'agilité c'est un truc de développeur. Donc tenez messieurs les développeurs, voilà les clés de l'agilité. Le bilan qu'ils en font, quand moi je les rencontre, c'est que c'est en développement, là, les post-it, on est agile, on change les priorités, ils livrent fréquemment, c'est super. Le time to market, pour dire un gros mot, nickel. Alors par contre, niveau de la qualité, on a quand même des problèmes, là, parce que c'est pas très stable tout ça. Et puis globalement, nos équipes de test, soit elles sont perdues, soit elles sont sous l'eau. Elles ont trop de boulot. Parce qu'avant, ils testaient une version tous les 6 mois, au mieux. Là, ils se retrouvent à tester un truc toutes les 2 semaines, ils n'y arrivent pas. Et comme en plus, ils ne sont pas intégrés à l'équipe agile, de toute façon, ils ne savent pas ce qui est fait, comment c'est fait, où ça va aller. Et puis, ils n'ont surtout pas posé la question, est-ce qu'on va pouvoir le tester? Et puis, on a un autre problème, c'est que finalement, les clients, à l'arrivée, ils ont des nouveautés, mais tous les 15 jours, c'est sympa. Mais c'est pas ce qu'ils veulent. Ça les intéresse pas. C'est pas ça qui est important pour eux. Donc finalement, l'agilité, moi, on m'avait vendu time to market, qualité, besoin client, et là, je l'ai pas. Et moi, je leur dis, oui, mais peut-être qu'il faut intégrer d'autres gens dans l'équipe. C'est bien, vous avez démarré, ça a des résultats, les développements sont déjà structurés, mais il faut peut-être passer au cran d'après et faire que les développeurs et les testeurs se parlent, échangent, voire s'intègrent. Peut-être qu'il faut avoir des gens plutôt au niveau des métiers, qui soient impliqués, qui gèrent ces backlogs, que ce soit plus uniquement un backlog technique. Donc, dépasser ce cadre de la luxure. Et alors peut-être, mauvaise nouvelle, déporter un peu le pouvoir du développeur vers le client, même si je vous rassure, sans développeur, de toute façon, on ne fera pas de produit. Au final, on a vu 7 péchés et une nouvelle fois, je serai là toute la journée, donc on peut en discuter un peu plus longuement si vous le souhaitez, parce qu'on aura à peu près respecté le timing malgré le retard. Donc ça, c'était quelque chose auquel je tenais. Vous pouvez vous laisser tenter par n'importe lequel de ces péchés, sauf un, c'est le manque de pragmatisme. Ayez toujours ça à l'esprit. Et si vous décidez à un moment ou à un autre de céder à cette tentation, faites-le en sachant ce que vous risquez et avec comme objectif d'en sortir le plus tôt possible. J'accepte de relever ce défi-là, mais de manière transitoire. Il ne faut pas que ça dure. Et prévoyez à l'avance ce qui risque de vous arriver. Pour ceux qui n'étaient pas en salle plénière, on remercie à nouveau les sponsors, dont ma société en l'occurrence. Donc on va dire un petit mot encore en plus. On a un stand à l'extérieur sur lequel vous pouvez passer pour tenter de gagner une mini tablette. Il y a juste un petit formulaire à répondre. On peut échanger sur l'outil HP qui est Agile Manager pour l'animation des équipes agiles. Il n'y a pas de souci, n'hésitez pas, c'est à l'extérieur. Et moi, je vous remercie d'être venus si nombreux. Et si vous avez des questions, il doit nous rester 5 minutes le temps que la personne suivante s'installe. Je peux me déplacer avec le micro si vous avez peur qu'on ne vous entende pas. Et si vous êtes trop timide, vu que c'est un sujet un peu sensible, les péchés, on en reparle après, il n'y a pas de souci. Bien, merci à tous et bonne journée.